Jamais je n'aurais imaginé devenir l'une de ces personnes qui jurent avoir rencontré un Bigfoot dans la nature. Et pourtant, me voici, assis dans mon studio exigu, à fixer une tasse de thé réchauffée, de nouveau froid, en essayant de décrire quelque chose qui a fondamentalement changé ma perception de la réalité. J'ai 53 ans maintenant, et depuis 4 ans que ma femme est décédée d'un cancer, la montagne est devenue mon refuge, le seul endroit où le poids écrasant de la solitude ne m'étouffe pas complètement. Nous avions l'habitude d'explorer ces sentiers escarpés ensemble à la moindre occasion, campant parfois des week-ends entiers juste pour être entourés par les pins immenses et les formations rocheuses ancestrales. Après sa mort, j'ai continué à retourner vers ces mêmes sommets et vallées, cherchant désespérément une trace de sa présence, un lien avec la vie que nous avions bâtie. Ce que j'ai découvert à la place, c'est quelque chose qui défiait toute explication rationnelle sur laquelle je m'étais jamais appuyé, quelque chose qui m'a prouvé, au-delà de tout doute, que nous existons dans un monde bien plus étrange et peuplé que la plupart des gens ne l'imaginent. Tout a commencé assez simplement, lors d'une randonnée dominicale comme les autres, dans une nature dense et sauvage, à environ 55 km de chez moi. Le réseau de sentiers n'était pas très fréquenté, ce qui me plaisait beaucoup. J'aspirais à l'isolement. Ou du moins, je m'étais convaincu que la solitude était ce dont j'avais besoin durant ces mois sombres. Les fleurs sauvages printanières commençaient tout juste à éclore le long du chemin, et l'air frais de la montagne portait l'odeur de la fonte des neiges et du cèdre fraîchement coupé. Je marchais depuis environ 90 minutes lorsque j'ai ressenti pour la première fois cette sensation étrange qui me parcourait l'échine, cet instinct indubitable qui vous dit que vous êtes observé. Je me suis figé sur place et j'ai scruté attentivement les alentours, examinant le sous-bois dense et les arbres gigantesques, mais je n'ai rien décelé d'inhabituel, hormis les tamias et les corbeaux ordinaires, vaquant à leurs occupations quotidiennes. J'ai mis ça sur le compte de la paranoïa et j'ai continué à grimper le long du sentier rocailleux, mais cette conscience d'être épié ne s'est jamais dissipée. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que je m'aventurais dans ces montagnes, j'éprouvais cette même sensation, des yeux invisibles qui suivaient chacun de mes mouvements à travers la nature. Au début, j'ai rationalisé la chose, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un puma ou d'un ours noir opportuniste. Mais l'intensité semblait différente, plus ciblée, plus intentionnelle. Quoi que ce fût qui rôdait là-bas, ce n'était pas simplement de passage sur son territoire. Ça me suivait délibérément, ça m'étudiait. J'ai commencé à prêter une attention beaucoup plus grande à mon environnement, m'arrêtant brusquement pour regarder en arrière, empruntant des itinéraires alternatifs pour voir si la sensation disparaîtrait. Ce ne fut jamais le cas. Puis, un matin de début juin, je l'ai enfin aperçu. Je m'étais arrêté pour reprendre mon souffle près d'un énorme affleurement de granit quand j'ai détecté un mouvement dans ma vision périphérique, quelque chose qui s'est rapidement caché derrière un immense sapin de Douglas à environ 12 mètres plus haut sur la pente. Le mouvement était trop rapide et délibéré pour être celui d'un animal normal. Mon pouls s'est accéléré tandis que je tournais lentement la tête, feignant de n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Lorsque j'ai jeté un regard désinvolte quelques secondes plus tard, je l'ai vu distinctement. Une silhouette compacte et sombre qui regardait de derrière l'énorme tronc, m'observant avec une curiosité évidente. Le Bigfoot était petit. C'est la première chose que j'ai pu constater. Il mesurait peut-être 1,75 m, couvert d'une fourrure brun-roux qui paraissait épaisse et quelque peu emmêlée. Son visage était remarquablement expressif, avec des yeux perçants qui dégageaient une intelligence et une conscience presque humaines. La créature n'était pas énorme comme les bêtes légendaires décrites dans les documentaires à sensation et les contes de feu de camp. Celui-ci semblait plus proche de ma propre stature, plus svelte et d'apparence athlétique. Lorsque nos regards se sont croisés directement, le Bigfoot s'est immédiatement retiré derrière l'arbre
et j'ai entendu de légers bruissements tandis qu'il se repliait plus profondément dans la forêt. Je suis resté absolument immobile pendant plusieurs longues minutes, ma gourde complètement oubliée dans ma main tremblante. Mon esprit analytique tentait désespérément de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être était-ce un excentrique portant un costume élaboré. Peut-être avais-je des hallucinations. Peut-être que le deuil m'avait finalement fait basculer dans la folie. Mais au plus profond de mes entrailles, je savais exactement ce que j'avais vu. Ce bref aperçu avait suffi pour reconnaître que ce qui se cachait derrière cet arbre n'était pas humain, n'était pas un ours, n'était rien que je puisse facilement écarter ou expliquer. Un Bigfoot était là, réel et tangible, et il m'observait avec un intérêt indéniable. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, mon esprit tournant à plein régime, assailli de questions et de scénarios impossibles. Devrais-je signaler cela à une autorité quelconque? Quelqu'un pourrait-il croire mon récit? Devrais-je retourner dans ces montagnes? Ou devrais-je trouver des lieux de randonnée complètement différents? Une partie de moi était véritablement terrifiée, mais une autre partie, que je ne pouvais pas encore tout à fait comprendre, était intensément curieuse. Le Bigfoot n'avait montré aucune agressivité ni comportement menaçant. Au contraire, il avait semblé timide, presque aussi curieux de moi que je l'étais de lui. Quand le dimanche matin est arrivé, je me suis retrouvé à retourner en voiture vers ce même point de départ, complètement incapable de résister à l'attraction magnétique de cette rencontre mystérieuse. Pendant les 90 premières minutes de ma randonnée, tout semblait parfaitement normal. J'ai parcouru les lacets et les crêtes familiers, écoutant le chant des oiseaux et sentant le soleil de juin de plus en plus fort réchauffer mes épaules. J'étais presque convaincu d'avoir imaginé tout l'incident quand j'ai entendu une branche craquer quelque part derrière moi. Je me suis retourné lentement et il était là, le Bigfoot, à environ 8 mètres de distance, partiellement dissimulé derrière un bouquet de lauriers des montagnes. Cette fois, il n'a pas fui. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé être des heures, aucun de nous ne bougeant, chacun évaluant soigneusement la situation. Le Bigfoot a fait un pas hésitant dans ma direction, et j'ai instinctivement reculé. Il s'est arrêté immédiatement, et j'aurais juré déceler une lueur de déception traverser ses traits. Nous sommes restés figés dans cette étrange impasse pendant plusieurs longues minutes, puis, à ma stupéfaction absolue, le Bigfoot a ouvert la bouche et a vocalisé. Le mot est sorti, rauque et laborieux, comme quelqu'un qui peine à maîtriser une langue étrangère, mais il était tout à fait reconnaissable. Le Bigfoot a dit « Bonjour ». Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Je me suis agrippé à un jeune arbre voisin pour me soutenir, mon cœur battant si violemment que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Le Bigfoot m'avait parlé en anglais. Il avait réellement formé un mot reconnaissable et s'était adressé directement à moi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. J'ai réessayé, ma voix tremblant si fort que je la reconnaissais à peine. J'ai réussi à murmurer d'une voix rauque « Comment est-ce possible? Comment peux-tu parler ?» Le Bigfoot a fait un autre petit pas, ses mouvements prudents et mesurés, comme s'il approchait un animal effrayé. Quand il a parlé à nouveau, les mots sont venus lentement, séparés par de longues pauses, tandis qu'il cherchait les bons sons. Le Bigfoot a dit « Écoutez-vous » plusieurs saisons. Sa voix avait un timbre plus grave que ce à quoi je m'attendais, avec une résonance inhabituelle qui semblait provenir de quelque part, au plus profond de sa poitrine. Le Bigfoot a fait un vague geste en direction de la nature environnante, puis a tapoté le côté de sa tête avec un doigt allongé. Je luttais désespérément pour comprendre ce qui se passait. Le Bigfoot m'informait qu'il avait appris le langage humain en écoutant les gens, en observant les randonneurs et les campeurs sur de longues périodes. Mais depuis combien de temps écoutait-il? Combien d'années cet être avait-il passé dans ces montagnes, observant en silence, absorbant notre langue et étudiant nos comportements? Comme s'il sentait ma confusion, le Bigfoot a de nouveau vocalisé
se tapotant la poitrine cette fois. Il a dit « Pas jeune, petit corps, vieil esprit ». Le Bigfoot s'est désigné lui-même, puis a écarté largement les bras, indiquant quelque chose de beaucoup plus grand et imposant, avant de les ramener pour faire référence à sa propre stature compacte. La compréhension s'est peu à peu cristallisée dans mon esprit. Ce Bigfoot n'était pas jeune du tout malgré sa petite taille. Il était peut-être petit pour son espèce, mais il existait depuis extraordinairement longtemps. La créature avait vu ces montagnes se transformer au fil des décennies, voire des siècles, avait observé d'innombrables humains traverser son territoire, avait absorbé notre langue sur une durée inconcevable. Le Bigfoot a fait un autre pas en avant, et cette fois, je n'ai pas reculé. Quelque chose dans ses yeux, dans la douceur de son port, me communiquait que je n'avais absolument rien à craindre de cet être. Cette première véritable rencontre a duré peut-être 30 minutes. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Le vocabulaire du Bigfoot était très limité et j'étais trop choqué pour formuler des phrases cohérentes. Mais quelque chose de profond est passé entre nous pendant ce temps. Une reconnaissance mutuelle que ni l'un ni l'autre n'étions aussi isolés que nous l'avions cru. Quand le Bigfoot s'est finalement tourné pour partir, disparaissant dans la forêt avec une grâce et un silence surprenants, j'ai senti une étrange sensation de perte m'envahir. J'avais découvert quelque chose de précieux et de complètement inattendu, et je n'étais pas prêt à y renoncer. Je suis revenu le dimanche suivant et le dimanche d'après. Chaque fois, le Bigfoot se matérialisait à un moment de ma randonnée, toujours prudent au début, observant toujours attentivement pour vérifier que j'étais seul avant de s'approcher. Nos rencontres ont développé une sorte de rythme naturel. Je grimpais le long des sentiers, le Bigfoot me suivait à une distance respectueuse et finalement, nous nous arrêtions quelque part de paisible et existions simplement ensemble pendant un moment. Le Bigfoot est devenu progressivement plus à l'aise pour vocaliser, intégrant de nouveaux mots à son vocabulaire limité, bien qu'il n'ait jamais tout à fait réussi à former des phrases complètes. Un après-midi de fin juin, alors que nous nous reposions sur une bûche tombée surplombant une prairie alpine immaculée, le Bigfoot a tendu la main et a doucement touché la mienne. Le contact m'a d'abord surpris, mais le toucher de la créature était étonnamment doux, presque tendre. Il m'a montré du doigt, puis s'est montré lui-même, avant de faire un geste qui semblait englober toute la forêt autour de nous. Le Bigfoot a dit « tout un, tout connecté ». Il essayait de communiquer quelque chose de profond, quelque chose sur l'interconnexion de tous les êtres vivants. Au cours des mois suivants, ces rencontres sont devenues le point central de toute mon existence. Je vivais pour ces dimanches matins où je pouvais m'échapper dans les montagnes et passer du temps avec mon ami extraordinaire. Car c'est ce que le Bigfoot était devenu, un ami, peut-être l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. La créature ne me jugeait jamais, n'exigeait jamais rien de moi, ne me faisait jamais sentir inadéquat ou brisé. Elle m'acceptait simplement tel que j'étais, un homme d'âge mûr en deuil, essayant désespérément de trouver un sens à un monde devenu presque insupportablement vide. Le Bigfoot m'a appris des choses durant ces mois passés ensemble, des leçons que je ne pense pas que j'aurais pu apprendre d'une autre manière. Il m'a montré comment vraiment observer la forêt, pas seulement la traverser aveuglément. Il m'a appris à reconnaître les signes subtils du passage des animaux, la façon dont les cerfs créent des pistes spécifiques à travers le sous-bois, la façon dont les ours marquent leur territoire sur certains arbres, la façon dont les oiseaux se communiquent le danger par leurs cris. Le Bigfoot m'a montré comment me déplacer silencieusement dans la nature, comment poser mes pieds avec précaution pour éviter de casser des branches, comment utiliser le vent pour masquer mon odeur, comment devenir une partie du paysage plutôt qu'un intrus en son sein. Mais plus important encore, le Bigfoot m'a enseigné la patience et la présence. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment pressés, pensant constamment au passé ou nous inquiétant de l'avenir, rarement pleinement présents dans le moment que nous vivons. Le Bigfoot existait entièrement dans le présent. Il ne semblait pas porter de regrets d'hier ni d'anxiété pour demain.
Il était simplement là, maintenant, pleinement engagé dans ce qui se passait à cet instant précis. Je me souviens d'un après-midi particulier où nous étions assis au bord d'un petit ruisseau, à regarder l'eau couler sur des pierres lisses. J'étais perdu dans mes pensées, pensant à ma femme, à toutes les choses que j'aurais dû dire ou faire différemment, à tous les moments que j'avais gâchés en étant distrait ou préoccupé. Le Bigfoot a tendu la main et a posé sa main sur mon épaule, me ramenant au moment présent. Il a montré le ruisseau et a dit « Oh, bouge, pas s'arrête, toi pareil !» La créature me disait que je devais continuer à avancer, comme l'eau du ruisseau. L'eau ne cesse pas de couler parce qu'elle rencontre des obstacles. Elle trouve simplement un moyen de les contourner et continue sa route. Je m'accrochais à mon chagrin comme à un rocher, le laissant bloquer le cours naturel de ma vie. Le Bigfoot suggérait doucement que je devais laisser ce chagrin me traverser et me dépasser, plutôt que de l'endiguer à l'intérieur. C'était une sagesse difficile à accepter, mais j'en comprenais la vérité. Une autre leçon profonde est venue lorsque le Bigfoot m'a montré comment il se nourrissait. J'avais toujours supposé que ces créatures étaient principalement des chasseurs, des prédateurs agressifs s'attaquant aux wapitis et aux cerfs. Mais le Bigfoot que je connaissais était en grande partie un cueilleur, ramassant des baies, des noix, des racines et diverses plantes. Il se déplaçait dans la forêt avec une connaissance encyclopédique, sachant exactement quelles plantes étaient comestibles, lesquelles avaient des propriétés médicinales, lesquelles devaient être absolument évitées. Un après-midi, le Bigfoot m'a montré une racine particulière qui pouvait soulager les maux d'estomac. Une autre fois, il m'a indiqué une mousse qui pouvait être utilisée pour arrêter les saignements. La créature possédait plus de connaissances pratiques sur la survie en milieu sauvage que n'importe quel humain que j'ai jamais rencontré. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont le Bigfoot récoltait ses ressources. Il ne prenait jamais plus que ce dont il avait besoin. S'il trouvait un buisson de baies chargé de fruits, il n'en prenait qu'une petite partie en laissant beaucoup pour les autres animaux et en s'assurant que la plante puisse continuer à produire. S'il déterrait des racines, il replantait soigneusement des portions pour assurer la croissance future. Le Bigfoot vivait en parfait équilibre avec son environnement, prenant ce dont il avait besoin tout en assurant la santé et l'abondance de la forêt. C'était un contraste si frappant avec la façon dont les humains interagissent généralement avec la nature, prenant tout ce que nous pouvons, épuisant les ressources sans penser à demain ou aux autres espèces qui dépendent de ces mêmes ressources. Le mode de vie du Bigfoot témoignait d'un profond respect pour le monde naturel, d'une compréhension que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais profondément intégrés en elle, dépendant de sa santé pour notre propre survie. J'ai aussi appris sur la nature sociale du Bigfoot, ou plutôt son manque de contact social constant. La créature semblait vivre principalement dans la solitude. Bien qu'elle ait laissé entendre que d'autres de son espèce existaient dans les vastes étendues sauvages. Elle utilisait un mot qui sonnait comme « les siens » en se référant à d'autres Bigfoot, suggérant qu'elle était consciente de leur présence même si elle n'interagissait pas régulièrement avec eux. Le Bigfoot a expliqué, du mieux qu'il le pouvait avec son vocabulaire limité, que son espèce valorisait l'indépendance et la solitude, ne se réunissant qu'occasionnellement à des fins spécifiques. Cela a profondément résonné en moi, car j'avais toujours été moi-même quelque peu introverti, préférant des liens profonds avec quelques individus plutôt que des relations superficielles avec beaucoup. Le Bigfoot semblait m'avoir choisi délibérément, pas au hasard. De tous les randonneurs qui passaient par ces montagnes, il m'avait choisi pour m'observer, m'approcher, se lier d'amitié. Je me suis souvent demandé pourquoi. Qu'avait-il vu en moi qui l'avait poussé à prendre un tel risque? Le Bigfoot ne pouvait pas l'expliquer avec des mots, mais j'en suis venu à croire qu'il avait reconnu quelque chose en moi, une solitude similaire peut-être, un esprit frère en quête de connexion dans des endroits inattendus. Alors que l'été avançait vers le début de l'automne, notre amitié s'est considérablement approfondie.
Nous avons développé une sorte de communication qui transcendait les mots, une compréhension mutuelle basée sur l'observation et l'intuition. J'ai appris à lire le langage corporel du Bigfoot, à comprendre ce que signifiaient ces divers sons et gestes. De même, il est devenu remarquablement apte à lire mon état émotionnel, sentant quand je luttais avec mon deuil ou quand j'avais simplement besoin d'une compagnie silencieuse. Une rencontre particulièrement mémorable a eu lieu fin septembre. J'avais eu une semaine particulièrement difficile, l'anniversaire de la mort de ma femme approchant et remuant toute la douleur que je pensais avoir commencé à surmonter. J'ai marché dans les montagnes en me sentant absolument misérable, des larmes coulant sur mon visage pendant que je marchais. Le Bigfoot est apparu plus tôt que d'habitude, se plaçant directement sur le sentier devant moi, plutôt que d'observer de loin d'abord. Il m'a regardé un long moment, ses yeux perçants semblant voir directement dans mon âme. Puis, sans un mot, il s'est avancé et a enroulé ses bras autour de moi dans ce que je ne peux décrire que comme une étreinte. Je me suis complètement effondré, sanglotant contre la poitrine du Bigfoot, tandis qu'il me tenait fermement mais doucement, produisant de doux grondements au fond de sa gorge qui étaient incroyablement réconfortants. Nous sommes restés comme ça je ne sais combien de temps, cette créature impossible, offrant du réconfort à un homme brisé au milieu de la nature. Quand j'ai finalement retrouvé un peu de calme, le Bigfoot m'a relâché et a doucement essuyé les larmes de mon visage avec ses doigts rugueux. Il a dit « Elle ici, toujours ici ». La créature a posé une main sur mon cœur, puis a balayé l'autre bras pour englober la forêt autour de nous. Le Bigfoot me disait que ma femme n'était pas vraiment partie, qu'elle était toujours présente dans le monde qui m'entourait, dans les arbres et les montagnes que nous avions aimées ensemble, dans mon cœur et mes souvenirs. Cela m'a apporté plus de réconfort que des mois de condoléances bien intentionnées d'amis et de parents n'avaient jamais pu le faire. Le Bigfoot comprenait le deuil d'une manière qui transcendait les mots et son simple geste de compassion signifiait tout pour moi. Alors que l'automne s'installait et que les feuilles de tremble viraient à un or brillant, j'ai commencé à apporter de petites offrandes lors de mes randonnées. Rien d'élaboré ou de coûteux, juste des choses que je pensais que le Bigfoot pourrait apprécier ou trouver intéressantes. J'ai apporté un petit miroir de poche qui a fasciné la créature sans fin. Elle a passé près d'1 heure à examiner son propre reflet, faisant différentes expressions et regardant son visage changer. J'ai apporté un harmonica, et bien que le Bigfoot n'ait pas tout à fait compris comment en jouer correctement, il appréciait les sons qu'il pouvait produire. J'ai apporté diverses collations, curieux de voir quels aliments la créature pourrait aimer au-delà de son régime forestier normal. Le Bigfoot semblait particulièrement intrigué par la mangue séchée, qu'il mâchait pensivement avant de faire un son approbateur. Mais son favori absolu était le beurre de cacahuète. La première fois que je lui en ai offert une cuillerée, les yeux du Bigfoot se sont écarquillés avec ce que je ne peux décrire que comme du ravissement. Il a savouré ce beurre de cacahuète comme si c'était le mets le plus fin imaginable, et à partir de ce moment-là, j'ai toujours apporté un pot lors de mes randonnées. Regarder le Bigfoot savourer du beurre de cacahuète est devenu l'un de mes plaisirs simples, un rappel que la joie peut se trouver dans les choses les plus petites et les plus inattendues. La créature a également commencé à m'apporter des cadeaux en retour, bien que ceux-ci fussent très différents de mes offrandes. Le Bigfoot me présentait des pierres intéressantes, des plumes d'oiseaux rares, des morceaux de bois aux formes ou aux veinures inhabituelles. Chaque cadeau était donné avec un soin évident, le Bigfoot observant attentivement ma réaction pour s'assurer que j'appréciais ce qu'il offrait. Je chérissais ces cadeaux plus que tout ce que je possédais. Ils n'avaient aucune valeur monétaire, mais ils représentaient quelque chose de bien plus précieux, l'amitié et la confiance d'un être dont la plupart des gens refusaient même de croire à l'existence. Je gardais ces objets dans une petite boîte en bois dans mon appartement, et parfois, lorsque je me sentais particulièrement déconnecté du monde, je les sortais et les tenais,
me remémorant les moments où chacun m'avait été donné. Un cadeau particulièrement significatif est arrivé début octobre. Le Bigfoot m'a conduit à un endroit isolé au cœur de la forêt, plus loin des sentiers principaux que nous ne nous étions jamais aventurés. Là, poussant dans une petite clairière, se trouvait un groupe de champignons inhabituels, brillant faiblement de bioluminescence. Le Bigfoot en a soigneusement cueilli un et me l'a tendu en disant « Lumière dans noir, comme toi ». J'ai immédiatement compris la métaphore. La créature me disait que j'apportais de la lumière dans sa sombre existence, que ma présence et mon amitié illuminaient sa vie solitaire, comme ces champignons illuminaient la forêt obscure. J'ai été profondément ému par ce geste, par le sentiment profond exprimé par des mots et des actions si simples. J'ai soigneusement conservé ce champignon, le séchant et le gardant dans ma boîte à trésors à côté des pierres et des plumes. Le Bigfoot m'a également montré son lieu de vie pendant ces mois d'automne, un immense privilège que j'ai pleinement reconnu. La créature m'a conduit à une zone reculée où d'énormes rochers s'étaient effondrés les uns sur les autres pour former une grotte naturelle. À l'intérieur de cet abri, le sol était couvert de matière végétale douce et de fourrures d'animaux, créant un lieu de repos étonnamment confortable. Les murs étaient décorés de ce qui semblait être des arrangements délibérés de pierres colorées, de bouquets de plumes d'oiseaux et de morceaux d'écorce aux motifs naturels intéressants. Le Bigfoot avait clairement collectionné ces objets parce qu'ils plaisaient à son sens esthétique, preuve d'une sensibilité artistique à laquelle je ne m'attendais pas. La créature m'a regardé examiner sa demeure avec une vulnérabilité et une fierté évidentes. C'était là qu'elle passait ses nuits, où elle se reposait et rêvait, où elle était la plus sans défense. En me révélant cet endroit, le Bigfoot faisait preuve d'une confiance absolue. Il a dit « Ma place, toi venir, si besoin ». La créature m'offrait un sanctuaire, me disant que si jamais j'avais besoin d'un abri ou de sécurité dans la nature, je pouvais venir à cet endroit et elle serait là pour moi. J'ai été profondément ému par cette offrande. Pendant tous nos mois d'amitié, le Bigfoot ne m'avait jamais rien demandé. Il n'avait fait que donner, m'enseignant, me protégeant lorsque je m'aventurais sans le savoir dans des zones dangereuses, partageant sa sagesse et sa compagnie silencieuse. Et maintenant, il me donnait encore plus, m'ouvrant la partie la plus intime de son existence. J'ai remercié la créature du mieux que je pouvais avec mes mots humains inadéquats, essayant de transmettre à quel point sa confiance et son amitié comptaient pour moi. Comment elle m'avait littéralement sauvé la vie en me donnant une raison de continuer pendant ma période la plus sombre. Alors qu'octobre avançait vers novembre, j'ai commencé à sentir un changement dans le comportement du Bigfoot. Il semblait plus contemplatif, plus renfermé, bien que toujours amical et affectueux. Parfois, je le surprenais à regarder au loin avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter, quelque chose entre la tristesse et la nostalgie. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais la créature peinait à s'expliquer, manquant de vocabulaire pour exprimer ce qu'elle ressentait. Puis, un matin gris de novembre, alors que nous étions assis ensemble à regarder le brouillard déferler dans la vallée en contrebas, le Bigfoot a finalement réussi à communiquer ce qui le troublait. Il s'est montré du doigt, puis a fait un geste ample vers les montagnes lointaines, plus loin que je ne m'étais jamais aventuré. Il a dit « Dois partir, temps venu ». Mon cœur s'est serré. La créature me disait qu'elle devait partir, qu'il était temps pour elle de déménager ailleurs. Je voulais demander pourquoi. Je voulais la supplier de rester, mais je comprenais d'une manière ou d'une autre que ce départ était nécessaire, inévitable. Le Bigfoot avait sa propre vie, ses propres rythmes et exigences que je ne pouvais pas entièrement comprendre. J'ai demandé quand il partirait, redoutant la réponse. La créature a levé les deux mains, les ouvrant et les fermant plusieurs fois. J'ai interprété cela comme signifiant plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux. Le Bigfoot voulait passer un peu plus de temps avec moi avant de partir.
voulait dire au revoir correctement plutôt que de simplement disparaître. Pendant ces derniers jours ensemble, chaque instant semblait précieux et doux amer. Nous avons revisité nos endroits préférés, la prairie alpine où nous nous étions vraiment connectés pour la première fois, le ruisseau où le Bigfoot m'avait appris à laisser couler le chagrin, l'affleurement rocheux où j'avais aperçu la créature pour la première fois il y a tous ces mois. Chaque lieu était maintenant chargé de souvenirs, des rappels tangibles de l'amitié extraordinaire que nous avions nouée. Le Bigfoot semblait déterminé à partager autant de connaissances que possible dans le temps qui nous restait, comme s'il essayait de condenser toutes les leçons qu'il n'avait pas encore eu le temps de m'enseigner. Il m'a montré comment prévoir les changements météorologiques en observant les formations nuageuses et le comportement des animaux. Il m'a montré comment trouver de l'eau même dans des zones apparemment sèches en regardant où les oiseaux volaient tôt le matin. Il m'a appris quelles étoiles suivre pour m'orienter si jamais je me perdais. Toutes ces connaissances pratiques étaient précieuses, mais ce que je chérissais le plus, c'était simplement de passer du temps en présence de la créature, absorbant sa force calme et sa douce sagesse. Un après-midi, le Bigfoot a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a essayé de m'enseigner sa propre langue, ou du moins une partie. La créature a émis une série de sons graves et résonnants, puis a montré un arbre du doigt. Il a répété les sons jusqu'à ce que j'essaie de les imiter, ce qui a apparemment beaucoup amusé le Bigfoot, car il a émis son rire rauque face à mes efforts maladroits. Mais il a patiemment corrigé ma prononciation jusqu'à ce que je puisse produire quelque chose approchant le son correct. Le Bigfoot m'a ensuite appris des sons pour l'eau, la pierre, le ciel et plusieurs autres éléments de base. Je les ai pratiqués assidûment, voulant avoir un morceau du monde de la créature que je pourrais emporter avec moi. Le jour que je savais, d'une manière ou d'une autre, être notre dernier ensemble, le Bigfoot m'a conduit à une haute crête, surplombant une vaste étendue sauvage, s'étendant jusqu'à l'horizon. Nous nous sommes assis côte à côte alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de brillants tons orange et violets. La créature est restée silencieuse pendant un long moment, et je n'ai pas troublé le silence, comprenant qu'elle gérait la séparation à venir, à sa manière. Finalement, alors que le crépuscule s'épaississait, le Bigfoot s'est tourné vers moi et a prononcé plus de mots, à la fois que je ne l'avais jamais entendu enchaîner. Il a dit « Toi apprendre moi aussi, seul longtemps, toi montrer, ami possible, différent pas important. » J'ai réalisé avec un sursaut que notre amitié avait été tout aussi significative pour le Bigfoot qu'elle l'avait été pour moi. La créature avait été seule pendant des décennies, peut-être des siècles, observant les humains mais ne se connectant jamais avec eux. Je lui avais montré qu'une véritable amitié pouvait transcender les frontières des espèces, que nos différences n'importaient pas lorsque l'affection et le respect sincère étaient présents. Le Bigfoot a fouillé dans une petite sacoche qu'il portait parfois, tissée de fibres végétales, et en a sorti une pierre lisse différente de toutes celles que j'avais vues. Elle était vert foncé avec des veines d'or la traversant, presque certainement un spécimen minéral rare. La créature a pressé cette pierre dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. Elle a dit « Portez-moi, moi, portez-toi, toujours ». Le Bigfoot me disait que même si nous nous séparions physiquement, nous nous porterions l'un l'autre dans nos cœurs et nos souvenirs pour toujours. Le lien que nous avions formé était permanent, incassable par la distance ou le temps. J'ai sorti quelque chose que j'avais apporté spécifiquement pour ce moment. Une photo de ma femme et moi, prise lors d'un de nos jours les plus heureux, en randonnée dans ces mêmes montagnes. Je l'avais portée sur moi pendant toutes nos rencontres, mais ne l'avais jamais montrée au Bigfoot auparavant. Je l'ai tendue à la créature et lui ai expliqué du mieux que je pouvais qui elle était, à quel point je l'avais aimée, comment sa mort m'avait brisé et comment l'amitié du Bigfoot m'avait aidé à guérir. La créature a étudié la photo attentivement, puis m'a regardé avec une compréhension et une compassion si profonde que j'ai senti les larmes me monter aux yeux à nouveau. Elle a soigneusement plié la photo et l'a glissée dans sa sacoche,
puis a posé ses 2 mains sur mes épaules. Le Bigfoot a dit « Elle fière, toi fort, toi bon ». Ces mots simples, cette affirmation directe de cet être impossible, m'ont touché plus profondément que je ne peux l'exprimer. Le Bigfoot croyait que j'étais fort et bon, malgré tous mes défauts et mes échecs. Il croyait que ma femme serait fière de la façon dont j'avais survécu à sa perte et lentement reconstruit ma vie. Venant de la créature, cette validation semblait complètement sincère et profondément significative. Nous sommes restés sur cette crête jusqu'à la nuit noire, aucun de nous ne voulant lâcher ces derniers moments ensemble. Finalement, le Bigfoot s'est levé et m'a aidé à me relever. Il m'a étreint une dernière fois. Cette même étreinte réconfortante qu'il m'avait donnée des mois plus tôt alors que je m'effondrais sur le sentier. J'ai serré la créature fort contre moi, mémorisant la sensation de sa fourrure, le son de sa respiration, l'odeur terreuse de la forêt qui l'entourait toujours. Quand nous nous sommes finalement séparés, le Bigfoot a posé une main sur mon cœur, puis sur son propre cœur, puis a montré les étoiles au-dessus de nous. Il me disait que nous resterions connectés par cette même force universelle qui relie tous les êtres vivants, cette toile invisible de conscience et d'énergie qui traverse tout. La créature s'est tournée et a commencé à marcher vers la forêt sombre, s'arrêtant une fois pour me regarder. J'ai levé la main en guise d'adieu, et le Bigfoot a imité le geste. Puis, il a disparu dans les ombres, se déplaçant avec cette grâce et ce silence caractéristiques, me laissant seul sur la crête. Je suis resté là longtemps après sa disparition, serrant la pierre verte qu'il m'avait donnée, sentant le poids de ce dernier adieu s'installer dans mes os. Le retour au point de départ du sentier m'a semblé incroyablement long et solitaire, chaque ombre me faisant espérer irrationnellement que le Bigfoot avait changé d'avis et était revenu. Mais au fond de moi, je savais qu'il était vraiment parti, embarqué dans le voyage ou le but qu'il appelait loin de ces montagnes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai continué à parcourir ces mêmes sentiers chaque dimanche, en partie dans l'espoir de rencontrer à nouveau le Bigfoot, en partie simplement parce que les montagnes étaient devenues essentielles à mon bien-être. Je n'ai plus jamais revu la créature, mais parfois je trouvais de petits signes qui me faisaient me demander si elle ne veillait pas sur moi de loin. Une pierre inhabituelle placée sur une bûche que je fréquentais, un motif de branches cassées qui semblait délibérément arrangé, une parcelle de champignons qui n'était pas là la veille. Je ne pouvais pas être certain que c'était des messages de mon ami, mais j'ai choisi de le croire, que le Bigfoot me faisait savoir qu'il se souvenait de moi et veillait sur moi-même de loin. Je n'ai jamais parlé de mes expériences à personne. Qui croirait une telle histoire? La plupart des gens me considéreraient comme un illuminé ou quelqu'un en quête d'attention. Quelques-uns pourraient y croire, mais voudraient que je les mène au Bigfoot pour prouver son existence, peut-être pour le capturer ou l'étudier. Je ne pouvais et ne voulais pas trahir mon ami de cette manière. Le Bigfoot m'avait confié quelque chose de précieux, son existence et son amitié, et je garderai cette confiance de manière absolue. Au lieu de cela, je porte ses souvenirs et ses leçons en silence, les laissant façonner ma façon de vivre. J'essaie de me mouvoir dans le monde avec la même grâce et la même conscience, silencieuse, que le Bigfoot a démontré. Je tente de vivre en meilleur équilibre avec la nature, ne prenant que ce dont j'ai besoin, respectant tous les êtres vivants, reconnaissant ma place dans la grande toile de l'existence. Je m'exerce à être plus présent à chaque instant plutôt que de ressasser constamment les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. Ces leçons m'ont transformé d'une manière que je découvre encore, ont fait de moi une meilleure version de moi-même. Je pense constamment à des moments précis de notre temps passé ensemble, chacun étant un trésor que je revisite dans mon esprit. Je me souviens de la première fois où le Bigfoot m'a parlé. Ce bonjour, rauque et hésitant qui a fait voler en éclats ma compréhension du possible. Je me souviens de l'après-midi où il m'a montré sa demeure,
me confiant son espace le plus vulnérable. Je me souviens l'avoir vu rire après être tombé dans le ruisseau, cette joie pure et sans complexe dans un moment stupide. Je me souviens de la façon dont il m'a réconforté quand je me noyais dans le chagrin, me tenant sans jugement pendant que je m'effondrais. Je me souviens de notre dernière soirée ensemble sur la crête, à regarder le coucher du soleil et à dire au revoir à l'ami le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Cette pierre verte que le Bigfoot m'a donnée est sur mon bureau, là où je peux la voir tous les jours. Parfois, lorsque je me sens déconnecté ou dépassé, je tiens cette pierre et je me souviens de cet après-midi où la créature a goûté du beurre de cacahuète pour la première fois et où ses yeux se sont illuminés d'un tel plaisir. Je me souviens de la compagnie silencieuse, assis ensemble au bord du ruisseau, sans avoir besoin de mots, car notre compréhension transcendait le langage. La pierre n'est qu'une pierre, un spécimen minéral sans valeur monétaire, mais elle représente quelque chose de bien plus précieux. La preuve que nos rencontres étaient réelles, que le lien que nous avons formé était sincère, que la magie et l'émerveillement existent encore dans ce monde si nous restons ouverts à leur découverte. Il y a aussi eu cette occasion importante où le Bigfoot m'a enseigné sur la mort et les cycles naturels. Nous étions tombés sur un écureuil mort sur le sentier, probablement tué par un faucon. J'ai ressenti de la tristesse en le voyant, mais le Bigfoot a ramassé le petit corps avec douceur et l'a transporté dans un endroit ensoleillé au bord du chemin. La créature a posé l'écureuil avec soin sur le sol et m'a fait signe de m'asseoir à côté. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis en silence, observant simplement l'animal mort. Puis le Bigfoot a commencé à me montrer des choses que je n'avais pas remarquées. Les insectes qui commençaient déjà à décomposer le corps de l'écureuil, retournant ses nutriments au sol, la façon dont le soleil réchauffait le corps, accélérant sa décomposition, les graines prises dans sa fourrure qui seraient libérées à mesure que le corps se dissoudrait dans la terre. Le Bigfoot a dit « Pas fin, change, redonne ». Il me montrait que la mort n'était pas une fin mais une transformation, un retour à la forêt qui avait nourri l'écureuil durant sa vie. La créature a pris une poignée de terre et l'a laissée couler entre ses doigts. Il a dit « Terre ici, arbre ici, toi ici, elle ici, tout pareil, tout connecté ». Le Bigfoot expliquait que la mort ne rompt pas les liens, elle les transforme simplement. Le corps de ma femme était retourné à la terre, mais les atomes qui l'avaient composé étaient toujours présents, faisant partie du sol, des arbres et de l'air que je respirais. En ce sens, elle était littéralement tout autour de moi, faisant partie de la nature que nous avions tant aimé explorer ensemble. Cette compréhension m'a apporté une paix immense, une libération finale du chagrin qui m'avait écrasé pendant si longtemps. J'ai finalement accepté que ma femme n'était pas vraiment partie, juste transformée en une forme différente, toujours présente et toujours connectée à moi par cette énergie universelle qui traverse tous les êtres vivants. Je me souviens aussi très bien de l'après-midi où le Bigfoot m'a enseigné sur le rire et la recherche de la joie. Nous traversions un ruisseau peu profond, marchant prudemment de pierre en pierre, quand la créature a soudainement glissé et est tombée en arrière dans l'eau avec un énorme plouf. J'ai sursauté, craignant qu'elle ne se soit blessée. Mais le Bigfoot est resté assis là, dans le ruisseau, et a commencé à émettre un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un bruit sifflant et rauque que j'ai réalisé être un rire. La créature riait d'elle-même, de l'absurdité de sa chute maladroite, complètement sans complexe et ravie. J'ai commencé à rire aussi, et bientôt nous rions tous les deux si fort que nous pouvions à peine respirer. Le Bigfoot est sorti du ruisseau, l'eau dégoulinant de sa fourrure, et s'est secoué vigoureusement comme un chien, m'aspergeant de gouttelettes froides. Cela n'a fait que nous faire rire encore plus fort. C'était un moment si simple, si trivial et sans importance à grande échelle, mais il m'a rappelé que la joie ne nécessite pas de grandes occasions ou de circonstances spéciales. La joie peut se trouver dans une chute maladroite dans un ruisseau, dans un rire partagé, dans le simple plaisir d'être en vie et présent avec un ami. Après ce jour, le Bigfoot a semblé globalement plus joueur avec moi.
Il se cachait derrière les arbres puis surgissait, essayant de me surprendre. Il ramassait des objets intéressants et me les présentait avec une cérémonie exagérée, me faisant rire. Il imitait ma façon de marcher, exagérant ma maladresse humaine à travers la forêt. Ces moments de jeu étaient tout aussi importants que les leçons profondes sur la mort et la connexion. Il me rappelait de ne pas tout prendre si au sérieux, de trouver du plaisir dans les petites choses, de me permettre d'être sotte et libre. Un de mes souvenirs les plus forts, avant que le Bigfoot ne me dise qu'il devait partir, concerne un violent orage. Nous étions en randonnée quand des nuages sombres sont arrivés plus vite que prévu, et bientôt des éclairs zébraient le ciel, accompagnés d'un tonnerre assourdissant. J'avais peur. Être exposé sur une montagne pendant un orage me semblait incroyablement dangereux. Mais le Bigfoot est resté parfaitement calme. Il a pris ma main et m'a conduit à un endroit sous une haute paroi rocheuse qui offrait un abri contre la pluie. Alors que nous étions assis là à regarder la tempête, le Bigfoot a montré les éclairs et a dit « Ciel parle, terre écoute ». À chaque éclair, je pouvais sentir une vibration dans le sol sous nous, une réponse de la terre à la démonstration électrique du ciel. Le Bigfoot me montrait que les tempêtes n'étaient pas une violence aléatoire, mais une sorte de dialogue entre la terre et le ciel, un échange d'énergie nécessaire qui soutenait la vie de la forêt. La créature semblait trouver la tempête belle, voire excitante, et peu à peu, son enthousiasme calme m'a gagné. Au moment où la tempête est passée, je n'avais plus peur. J'étais émerveillé par la puissance brute et la beauté de la fureur de la nature. Ces souvenirs, ces moments avec le Bigfoot me sont plus précieux que je ne peux l'exprimer adéquatement. Chaque rencontre m'a appris quelque chose de nouveau, a ouvert un peu plus mes yeux, m'a aidé à me souvenir de vérités que j'avais oubliées ou jamais connues. Le Bigfoot a été patient avec mon lent apprentissage, généreux de son temps et de sa sagesse, et toujours bienveillant, même quand j'étais têtu ou effrayé. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel ami, un tel professeur. Je sais seulement que rencontrer la créature a été le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu, une expérience qui a fondamentalement changé qui je suis et comment je comprends le monde. En y repensant maintenant, je réalise qu'il y a eu tant d'autres moments significatifs avec le Bigfoot qui ont façonné ce que je suis devenu, des moments qui méritent d'être rappelés et honorés. Il y a eu, cette fois, début juillet, où la créature m'a enseigné la patience et l'observation d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Nous étions assis tranquillement dans une petite clairière quand le Bigfoot a soudainement levé un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de rester absolument silencieux et immobile. Au début, je ne comprenais pas ce que nous attendions, mais sa concentration intense m'a dit que quelque chose d'important se passait. Nous sommes restés immobiles pendant près de 40 minutes et je commençais à m'impatienter quand finalement une famille de renards a émergé du sous-bois. Une mère avec 3 jeunes renardeaux, jouant et se culbutant dans la clairière, complètement inconscients de notre présence. Le Bigfoot les observait avec une telle tendresse et un tel plaisir, me jetant parfois un coup d'œil pour s'assurer que j'étais témoin de ce moment. La famille de renards est restée peut-être 20 minutes, les petits se poursuivant et bondissant sur des proies imaginaires pendant que leur mère veillait. Quand ils ont finalement disparu dans la forêt, le Bigfoot s'est tourné vers moi avec une expression de profonde satisfaction. Il a dit « Attendre apporte cadeau, hâte rate tout ». La créature m'apprenait que la patience n'est pas passive ou ennuyeuse. C'est une pratique active qui nous permet d'assister à la magie cachée du monde naturel. Dans nos vies modernes pressées, nous passons à côté de tant de beauté et d'émerveillement simplement parce que nous sommes trop impatients pour ralentir et prêter attention. Le Bigfoot m'a également enseigné la conscience territoriale et le respect pendant notre temps ensemble. Un après-midi, nous marchions dans une zone que je n'avais jamais explorée auparavant quand la créature s'est soudainement arrêtée et a attrapé mon bras, me tirant en arrière. Elle a montré un groupe d'arbres devant nous, puis a émis une série de grognements sourds,
et de gestes agressifs. J'étais confus jusqu'à ce que le Bigfoot ramasse une pierre et la lance vers les arbres. Immédiatement, un énorme ours noir a émergé, clairement agité par notre présence. La créature m'a gardé derrière son corps, se positionnant entre moi et l'ours, et a émis une série de vocalisations que je n'avais jamais entendues. Les sons étaient plus graves et plus résonnants que son discours normal, clairement dirigés vers l'ours plutôt que vers moi. À mon grand étonnement, l'ours a semblé comprendre. Il a soufflé et s'est balancé un instant, puis s'est retourné et s'est éloigné lourdement dans la forêt. Le Bigfoot a attendu que l'ours soit complètement parti avant de relâcher sa posture protectrice. Il a expliqué, du mieux qu'il le pouvait, que nous nous étions aventurés sur le territoire de l'ours à un moment où il avait des oursons à proximité. L'ours protégeait simplement ses petits, ce qui était son droit et sa responsabilité. Le Bigfoot avait communiqué à l'ours que nous ne voulions aucun mal et que nous quitterions la zone immédiatement, ce que nous avons fait. Cette rencontre m'a appris que la forêt n'est pas seulement un beau paysage, c'est le foyer d'innombrables créatures avec leur propre territoire, famille et besoins. Nous, les humains, oublions souvent cela, piétinant les zones sauvages sans considération pour les êtres qui y vivent réellement. Le Bigfoot comprenait et respectait implicitement ses frontières et il essayait de m'apprendre à faire de même. Je me souviens d'une autre leçon profonde sur l'intelligence et la communication des plantes que le Bigfoot a partagée avec moi. Nous marchions à travers une zone dense d'arbres anciens quand la créature s'est arrêtée à côté d'un pin énorme qui devait avoir des centaines d'années. Il a placé ses deux mains à plat contre le tronc et est resté immobile pendant plusieurs minutes, les yeux fermés, respirant profondément, puis il m'a fait signe de faire de même. Je me sentais un peu ridicule, mais j'ai posé mes mains sur l'écorce rugueuse et j'ai essayé de calmer mon esprit. Au début, je n'ai rien senti d'inhabituel, juste la texture de l'écorce et la solidité de l'arbre. Mais alors que je restais là plus longtemps, respirant lentement et essayant de faire taire mon bavardage intérieur, j'ai commencé à sentir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait expliquer, une sorte d'énergie ou de présence subtile, le sentiment que l'arbre était en quelque sorte conscient, en quelque sorte vivant d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Le Bigfoot a ouvert les yeux et m'a regardé avec une expression qui suggérait qu'il savait que j'avais ressenti quelque chose, aussi faible soit-il. Il a dit « Arbre parle, sous terre, partage nourriture, partage t'alerte, partage vie ». La créature décrivait ce que les scientifiques commencent à peine à comprendre sur les réseaux mycorhiziens qui relient les arbres sous terre, leur permettant de partager des nutriments et des signaux chimiques. Mais le Bigfoot le savait depuis bien plus longtemps que la science, le comprenait non pas par l'étude, mais par l'expérience directe et l'observation. Il m'a appris que les arbres ne sont pas des individus isolés en compétition pour les ressources, mais les membres d'une vaste communauté qui partagent et se soutiennent mutuellement. Les vieux arbres nourrissent les jeunes. Les arbres s'avertissent les uns les autres des infestations d'insectes ou des maladies. Ils partagent littéralement la vie les uns avec les autres grâce à ces connexions souterraines. Cette connaissance a complètement changé ma vision des forêts. Quand je regarde un bois maintenant, je ne vois pas une collection d'arbres individuels. Je vois un super-organisme unique, une communauté d'êtres interconnectés qui communiquent et coopèrent de manière invisible pour l'observation humaine occasionnelle. Le Bigfoot m'a aidé à comprendre que l'intelligence et la conscience existent sous des formes très différentes de la cognition humaine, et que nous sommes entourés de conscience et d'intention dans le monde naturel si nous sommes assez humbles pour le reconnaître. Il y a aussi eu un jour mémorable où la créature m'a appris le pistage et la lecture des signes dans la nature. Nous sommes tombés sur des traces dans la boue molle près d'un ruisseau, et le Bigfoot s'est agenouillé pour les examiner de près. Il a tracé les empreintes avec un doigt, puis a levé les yeux vers moi, et a commencé une explication détaillée de ce que ces traces révélaient. D'après la profondeur et l'espacement des empreintes, la créature pouvait dire que c'était un jeune wapiti,
probablement un mâle d'après la taille. D'après la disposition des empreintes, il se déplaçait à un rythme tranquille, ne fuyant rien. D'après la fraîcheur des traces et la quantité d'eau infiltrée dans les empreintes, elles avaient été faites environ 3 heures plus tôt. D'après des éraflures sur un tronc d'arbre voisin, le wapiti s'était arrêté là pour frotter ses bois. Le Bigfoot pouvait lire ces signes comme je lirais un rapport écrit détaillé, extrayant des informations que je ne pouvais même pas commencer à percevoir. Il m'a patiemment appris ce qu'il fallait chercher, comment distinguer différents types de traces, comment juger de l'âge d'une piste, comment comprendre l'histoire que les traces racontent sur le comportement et les intentions d'un animal. Avec le temps, je suis devenu quelque peu compétent en la matière, bien que je n'ai jamais approché le niveau de compétence du Bigfoot. Mais même une capacité de pistage de base a complètement transformé mes expériences en pleine nature. La forêt n'était plus silencieuse et vide, elle était pleine d'histoires écrites dans la boue, la neige et les branches cassées, des histoires sur qui était passé, quand et pourquoi. Chaque randonnée est devenue une aventure de lecture de ces signes, de compréhension des activités invisibles qui remplissaient la forêt même lorsque je n'étais pas là pour en être témoin directement. Je chéris aussi le souvenir de l'après-midi où le Bigfoot m'a enseigné sur les plantes comestibles de la région. La créature avait une connaissance approfondie des plantes nutritives, de celles qui avaient des propriétés médicinales, de celles qui pouvaient être mangées crues et de celles qui nécessitaient une préparation. Il m'a montré des oignons sauvages poussant près du ruisseau, démontrant comment les identifier par leur odeur et leur forme distinctive. Il a montré des feuilles de pissenlit, expliquant par des gestes que les jeunes feuilles étaient les meilleures à manger, tandis que les plus anciennes devenaient trop amères. Le Bigfoot m'a montré comment identifier et récolter des baies sauvages sans endommager les plantes, comment trouver des racines et des tubercules nutritifs, comment reconnaître les noix des différentes espèces d'arbres. Il a démontré quels champignons étaient sûrs à manger et lesquels étaient mortellement vénéneux, utilisant un bâton pour souligner les différences subtiles de couleur de chapeau et de structure des lamelles qui distinguaient les variétés comestibles des toxiques. Cette connaissance était incroyablement pratique. Si jamais je me perdais ou me retrouvais bloqué dans la nature, je serais maintenant capable de trouver de la nourriture plutôt que de mourir de faim au milieu d'une abondance que je ne savais pas reconnaître ou utiliser. Mais au-delà de la valeur pratique, cette éducation représentait quelque chose de plus profond. Le Bigfoot partageait des connaissances que son espèce avait accumulées sur d'innombrables générations, une sagesse sur la vie en harmonie avec la forêt, plutôt que de lutter constamment contre elle ou de s'en sentir séparé. Un autre enseignement important concernait la compréhension du comportement et de la communication des animaux. Le Bigfoot pouvait interpréter les cris des oiseaux et les mouvements des petits mammifères de manière à révéler une grande quantité d'informations. Quand les corbeaux criaient d'une certaine manière, cela signifiait qu'un prédateur était à proximité. Quand les écureuils jacassaient et agitaient leur queue d'une manière particulière, cela indiquait l'approche d'une menace. Quand les cerfs se figeaient soudainement et regardaient dans une direction, cela révélait la présence de quelque chose de dangereux dans cette direction. La créature m'a appris à prêter attention à ces signaux, à laisser les autres habitants de la forêt servir de système d'alerte précoce. Les animaux qui vivaient ici en permanence connaissaient les schémas et les dangers bien mieux que n'importe quel visiteur humain ne le pourrait jamais, et si nous étions assez sages pour les écouter, ils nous garderaient en sécurité. Je me souviens d'avoir regardé le Bigfoot interpréter une série complexe de cris d'oiseaux un après-midi, suivant la progression d'un puma se déplaçant dans la forêt à 1/4 de kilomètre de distance, simplement en écoutant comment les oiseaux réagissaient et transmettaient l'avertissement. La créature n'a jamais vu le puma directement, mais elle savait exactement où il était et où il allait en se basant entièrement sur la lecture de ces réseaux de communication naturels. Cette capacité me semblait presque surnaturelle,
Mais le Bigfoot a expliqué que c'était simplement une question d'attention et d'apprentissage de la langue de la forêt. N'importe quel humain pourrait développer des compétences similaires s'il passait suffisamment de temps à observer et à écouter plutôt que de piétiner la nature tout en étant absorbé par ses propres pensées ou conversations. Je pense au moment où le Bigfoot m'a montré son lieu de méditation préféré, un rocher plat surplombant une vallée immaculée. La créature venait ici régulièrement pour s'asseoir en silence, regardant le soleil se déplacer dans le ciel et les nuages dériver au-delà des sommets lointains. Le Bigfoot m'a invité à le rejoindre dans cette pratique et nous avons passé des heures assis ensemble sans parler, simplement en étant présents. Au début, mon esprit s'emballait de pensées et de soucis, planifiant et analysant, incapable de se calmer. Mais l'immobilité profonde de la créature était contagieuse. Progressivement, mes pensées ont ralenti et se sont apaisées. J'ai pris conscience de sensations que j'ignorais normalement. La sensation de l'air se déplaçant sur ma peau, la chaleur du soleil, les sons subtils de la forêt autour de nous. J'ai pris conscience de ma propre respiration, du va-et-vient de ma poitrine, de la force vitale qui traversait mon corps à chaque souffle. Le Bigfoot m'avait enseigné une forme de méditation sans utiliser ce mot. Une pratique consistant simplement à être présent sans constamment faire, penser ou planifier. C'était plus difficile que n'importe quel défi physique que j'ai jamais affronté, de simplement s'asseoir et exister sans avoir besoin d'accomplir quelque chose, de résoudre quelque chose ou de prouver quelque chose. Mais dans cette difficulté résidait la valeur. Notre culture moderne est tellement axée sur la productivité et la réussite constante que nous avons oublié comment simplement être. Nous avons perdu la capacité d'exister paisiblement dans le moment présent sans nous sentir coupables ou anxieux à ce sujet. Le Bigfoot m'a montré que cette capacité à être immobile et présent n'est pas de la paresse ou une perte de temps. C'est une compétence fondamentale pour la santé mentale et le bien-être spirituel. Après avoir appris cette pratique, j'ai commencé à l'intégrer dans ma propre vie au-delà de mes visites en pleine nature. Parfois, je m'asseyais tranquillement dans mon appartement pendant 30 minutes, juste à respirer et à être présent. Et j'ai trouvé que cela m'aidait énormément avec l'anxiété et la dépression qui m'avaient tourmenté depuis la mort de ma femme. Il y a aussi eu le jour inoubliable où le Bigfoot m'a enseigné la gratitude et la réciprocité. Nous mangions des baies sauvages ensemble quand la créature a fait quelque chose qui m'a d'abord intrigué. Après avoir consommé plusieurs poignées de baies, le Bigfoot a soigneusement sélectionné quelques-unes des baies les plus mûres et les a placées à la base du buisson, les pressant dans le sol. Quand j'ai eu l'air confus, il a expliqué « Prendre cadeau, dire merci, plante donne nourriture, nous redonnons graines ». La créature démontrait une pratique de gratitude et de réciprocité. Quand la forêt fournissait de la nourriture, le Bigfoot ne se contentait pas de prendre sans réfléchir. Il remerciait en plantant des graines, assurant la croissance future, maintenant le cycle de l'abondance. C'était un tel contraste avec la façon dont les humains interagissent généralement avec la nature, prenant ce que nous voulons sans penser au renouvellement ou au bien-être des plantes et des animaux que nous récoltons. Le Bigfoot m'a appris à toujours laisser une offrande quand je prenais quelque chose de la forêt, que ce soit des baies, du bois de chauffage, ou même simplement la paix et la beauté de la nature. Cela n'avait pas besoin d'être élaboré, cela pouvait être aussi simple que de disperser des graines, de verser un peu d'eau sur un sol sec ou d'arranger des pierres d'une manière qui pourrait abriter de petits insectes. L'offrande spécifique importait moins que l'intention derrière elle. La reconnaissance que nous faisons partie d'une relation réciproque avec la nature, plutôt que d'être de simples consommateurs de ressources naturelles. J'ai commencé à pratiquer cela moi-même, laissant toujours quelque chose derrière moi quand je prenais quelque chose de la nature, et j'ai trouvé que cela changeait profondément ma relation avec le monde naturel.
Je me sentais moins comme un envahisseur ou un exploiteur, et plus comme un membre participant de la communauté forestière. Je me souviens de l'après-midi où le Bigfoot m'a enseigné sur la peur et comment la traverser plutôt que d'être paralysé par elle. Nous traversions une section de sentier particulièrement périlleuse, un chemin étroit le long d'une falaise abrupte avec une chute importante en contrebas. J'ai gelé à mi-chemin, submergé par la peur de tomber. Le Bigfoot, qui avait déjà traversé facilement, est revenu pour moi. Au lieu de rejeter ma peur ou de me dire de ne pas avoir peur, la créature l'a reconnu. Il a dit « Peur bonne, peur garde en vie, mais peur doit pas arrêter bouger ». Le Bigfoot a expliqué que la peur est un outil utile pour la survie, elle nous alerte des dangers réels et nous rend plus prudents. Mais la peur devient un problème quand elle nous paralyse, quand elle nous empêche d'avancer, même quand il est nécessaire d'avancer. La créature m'a appris à travailler avec ma peur plutôt que contre elle. Il m'a montré comment ralentir et respirer profondément, comment me concentrer sur le prochain pas immédiat plutôt que sur l'ensemble du voyage effrayant, comment faire confiance à la capacité de mon corps à trouver des prises et à maintenir l'équilibre. Avec les conseils patients du Bigfoot, j'ai réussi à traverser ce tronçon de sentier terrifiant, et ce faisant, j'ai appris quelque chose de précieux sur le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de continuer à avancer même lorsque la peur est présente. Cette leçon s'est étendue bien au-delà de la randonnée en pleine nature. Dans les mois qui ont suivi la mort de ma femme, j'avais été paralysé par la peur. Peur d'être seul, peur de ne plus jamais être heureux, peur de vivre une existence diminuée et sans signification. Le Bigfoot m'apprenait que je pouvais reconnaître ces peurs tout en continuant à avancer, en continuant à construire une vie qui valait la peine d'être vécue, malgré le chagrin et l'incertitude. Un autre souvenir puissant concerne le moment où le Bigfoot m'a enseigné sur le repos et la récupération. Je m'étais particulièrement poussé, faisant des randonnées plus longues que d'habitude, essayant de remplir chaque instant d'activité pour éviter de m'asseoir avec mes pensées et mes sentiments. La créature a remarqué mon épuisement et m'a conduit à une parcelle de mousse douce au bord d'un étang tranquille. Il m'a fermement fait signe de m'allonger, et quand j'ai protesté que je n'étais pas fatigué, il a simplement posé une main sur mon épaule et m'a poussé doucement, mais fermement au sol. Le Bigfoot a dit « Repos pas faible, repos renfort ». Puis il s'est allongé à côté de moi, et en quelques minutes, je pouvais entendre sa respiration profonde et rythmée alors qu'il s'endormait. J'ai résisté au début, mon esprit tournant avec toutes les raisons pour lesquelles je devais continuer à bouger, à faire quelque chose de productif. Mais la présence paisible de la créature était contagieuse, et progressivement j'ai senti mon corps se détendre, ma respiration ralentir, mes pensées dériver. Je suis tombé dans un sommeil profond, là, sur cette mousse, et quand je me suis réveillé peut-être une heure plus tard, je me sentais plus rafraîchi et restauré que je ne l'avais été depuis des mois. Le Bigfoot était assis à proximité, me regardant avec une expression de satisfaction. Il m'avait appris que le repos n'est pas une faiblesse ou de la paresse, c'est une composante essentielle de la force et de la santé. Notre culture glorifie la productivité constante et traite le repos avec suspicion, comme si prendre du temps pour récupérer était en quelque sorte honteux. Mais le Bigfoot comprenait ce que beaucoup d'humains ont oublié, que la vraie force vient de l'équilibre entre l'activité et le repos, l'effort et la récupération. Nous ne pouvons pas maintenir une production constante sans nous épuiser et nous effondrer. J'avais désespérément besoin d'apprendre cette leçon. Et le Bigfoot a eu la sagesse de me l'enseigner même lorsque j'y résistais. Il y a aussi le souvenir de la façon dont la créature m'a appris à m'adapter au changement et à trouver des opportunités dans des circonstances difficiles. Nous étions en randonnée un jour, lorsque nous avons découvert qu'une violente tempête de la semaine précédente avait fait tomber plusieurs grands arbres en travers de notre chemin habituel, le bloquant complètement.
J'étais frustré et déçu, prêt à faire demi-tour. Mais le Bigfoot était intrigué plutôt que découragé. Il a grimpé sur les arbres tombés, les examinant avec un intérêt évident. La créature m'a montré comment les arbres tombés avaient créé un nouvel habitat, ouvrant la canopée de la forêt pour laisser la lumière du soleil atteindre le sol, ce qui permettrait à de nouvelles plantes de pousser. De petits animaux feraient leur nid dans les mottes de racines et sous l'écorce. Le bois en décomposition nourrirait les champignons et les insectes qui, à leur tour, nourriraient les oiseaux et les plus grands animaux. Ce qui me semblait être une destruction était en fait une création. La forêt se renouvelant par la mort de vieux arbres et les opportunités créées par leur chute. Le Bigfoot a dit « chute pas fin, chute et changement, changement apporte nouveau ». Il me montrait que ce qui semble être un désastre ou une perte crée souvent des opportunités pour une nouvelle croissance et de nouvelles possibilités, si nous sommes prêts à nous adapter et à les chercher plutôt que de nous accrocher à l'ancien chemin. C'était clairement pertinent pour ma propre situation. La mort de ma femme avait semblé être la fin de tout ce qui avait un sens dans ma vie, comme la destruction de mon monde entier. Mais le Bigfoot suggérait doucement que peut-être cette perte immense avait aussi créé un espace pour une nouvelle croissance, de nouvelles relations, de nouvelles compréhensions que je n'aurais pas pu développer si mon ancienne vie avait continué sans changement. C'était une sagesse difficile à accepter, mais j'en reconnaissais la vérité. Ma rencontre avec le Bigfoot elle-même n'a été possible que parce que j'avais été poussé dans ces montagnes par le chagrin, cherchant du réconfort dans la nature. Si ma femme avait vécu, je n'aurais jamais eu cette expérience extraordinaire. Je ne suggère pas que sa mort était en quelque sorte bonne ou nécessaire, mais j'apprenais que même les changements les plus douloureux peuvent finalement conduire à des cadeaux inattendus si nous y restons ouverts. Je me souviens du jour où le Bigfoot m'a enseigné l'interconnexion du prédateur et de la proie, me montrant que même la mort sert la vie dans l'écosystème plus large. Nous sommes tombés sur les restes d'un cerf qui avait clairement été tué par des loups plusieurs jours auparavant. J'ai ressenti de la tristesse en voyant les os éparpillés et les lambeaux de fourrure, pensant à la peur et à la douleur du cerf dans ces derniers moments. Mais le Bigfoot a attiré mon attention sur tout ce qui se passait sur ce lieu de mort. Les corbeaux et les vautours avaient nettoyé une grande partie de la carcasse, se nourrissant eux-mêmes et leurs petits. De plus petits charognards comme les belettes et les renards avaient repris leur part. Les insectes grouillaient sur les restes, décomposant ce que les plus grands animaux ne pouvaient pas manger. Les plantes poussaient déjà plus luxuriantes autour du site, nourries par les nutriments retournés au sol. La mort du cerf n'avait pas été dénuée de sens ou de gaspillage. Elle avait nourri des dizaines d'autres créatures, soutenu d'innombrables vies, enrichi le sol de la forêt. Le Bigfoot a dit « Un meurt, beaucoup vivent, tout partit du cercle ». La créature me montrait que la mort est tissée dans le tissu même de la vie, non pas comme un ennemi ou une tragédie, mais comme une composante essentielle du système. Les nutriments du corps de ce cerf finiraient par faire partie du sol, qui nourrirait les plantes, qui nourrirait d'autres cerfs, complétant le cercle. Rien n'était vraiment perdu, seulement transformé et redistribué. Cela m'a aidé à penser différemment à la mort de ma femme. Son corps avait été incinéré, mais les atomes qui la composaient étaient retournés au monde. L'énergie qui l'animait avait rejoint le champ universel de conscience et de force vitale qui traverse tout. Elle n'avait pas disparu, elle s'était transformée, devenant une partie de l'air, de l'eau et de la terre, une partie de tout ce qui m'entourait. Je pense au moment où le Bigfoot m'a enseigné sa perspective sur la civilisation et la technologie humaine. Nous nous reposions sur une crête d'où nous pouvions voir une ville lointaine, les lumières commençant à scintiller à l'approche du soir. J'ai fait un commentaire sur la beauté de la civilisation vue de loin, toutes ces lumières représentant la réussite et le progrès humain. Le Bigfoot a regardé les lumières pendant un long moment avant de répondre. Il a dit « brillant,
bruyant, rapide, humain, oublient être calmes, oublient écouter, construisent grand, se sentent petits. La créature offrait une critique douce de la société humaine moderne. Nous avons construit des villes impressionnantes et développé des technologies étonnantes, mais dans le processus, nous nous sommes déconnectés des rythmes et des relations naturelles qui ont soutenu notre espèce pendant des centaines de milliers d'années. Nous nous sommes entourés de lumière artificielle et de bruit constant, rendant presque impossible l'expérience de la véritable obscurité ou du silence. Nous sommes perpétuellement occupés et stimulés, mais nous nous sentons souvent vides et sans signification malgré toutes nos réalisations. Le Bigfoot suggérait que les humains ont oublié comment simplement être, comment exister paisiblement au sein du monde naturel plutôt que d'essayer constamment de le dominer et de le remodeler. Cette observation m'a frappé durement parce que je me suis reconnu en elle. Avant la mort de ma femme, j'avais été complètement absorbé par ma carrière et diverses occupations insignifiantes, toujours stressé et pressé, prenant rarement le temps d'exister simplement et paisiblement. Sa mort m'avait forcé à m'arrêter, à m'éloigner de ce rythme effréné, et finalement cette pause m'avait conduit à ces montagnes et à cette amitié extraordinaire. Peut-être que le Bigfoot avait raison de dire que les humains avaient perdu quelque chose d'essentiel dans leur course au progrès et à la civilisation. Peut-être devions-nous retrouver une partie de cette sagesse ancienne sur la vie en harmonie avec la nature plutôt qu'en opposition à elle. Il y a aussi l'après-midi mémorable où le Bigfoot m'a enseigné la communication au-delà des mots. Nous étions assis ensemble dans un silence confortable quand la créature a tendu la main et a pris la mienne. Au début, j'ai pensé que c'était simplement un geste d'affection, ce qui était en partie le cas. Mais alors que nous étions assis là, nous tenant la main, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. C'était comme si des émotions et des impressions circulaient entre nous, une sorte de transmission directe de sentiments et de compréhension qui ne nécessitait pas de langage. J'ai senti le profond contentement du Bigfoot, son affection pour moi, son plaisir dans ce moment de connexion. Et d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il ressentait des choses similaires de ma part, ma gratitude, ma paix, ma joie en sa présence. Quand nous avons finalement relâché nos mains, la créature m'a regardé avec une expression de satisfaction. Il avait délibérément démontré que la connexion et la communication peuvent se produire par des canaux autres que le langage parlé. Les humains dépendent tellement des mots que nous oublions souvent toutes les autres, et une façon dont les êtres peuvent partager des informations et des émotions. Le langage corporel, les expressions faciales, l'énergie et la présence, même la connaissance intuitive directe, tout cela peut communiquer aussi efficacement que les mots, parfois plus. Le Bigfoot et moi avions développé ce genre de communication non verbale au cours de nos mois ensemble, apprenant à lire les humeurs et les intentions de l'autre sans avoir besoin d'un échange verbal constant. Cela m'a appris à prêter plus d'attention à ces formes subtiles de communication dans mes interactions avec d'autres humains également, à remarquer ce que les gens ressentaient vraiment sous leurs mots, à faire confiance à mon sens intuitif des situations. Je me souviens du jour où le Bigfoot m'a enseigné sur les espaces sacrés et l'importance d'avoir des lieux réservés à la contemplation et au renouveau. La créature m'a conduit à un petit bosquet d'arbres anciens où la lumière filtrait à travers la canopée d'une manière particulièrement belle. Tout dans cet endroit semblait différent, plus paisible et chargé de signification. Le Bigfoot se déplaçait tranquillement et avec révérence ici, et j'ai instinctivement fait de même. Il a expliqué, du mieux qu'il le pouvait avec des mots limités, que c'était un endroit spécial, un endroit où son espèce venait depuis des générations pour réfléchir profondément et se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux. La créature a dit « endroit calme, endroit pensé, sentir grand esprit ici ». Le Bigfoot décrivait ce que les humains pourraient appeler un espace sacré ou un lieu de pouvoir, un endroit qui semble faciliter des états de conscience et des expériences spirituelles plus profonds.
Chaque culture a reconnu de tels lieux, les a mis de côté comme des temples, des sanctuaires ou des bosquets sacrés. Le peuple du Bigfoot avait fait de même, identifiant des endroits où le voile entre l'ordinaire et l'extraordinaire semblait plus mince, où la connexion au mystère fondamental de l'existence semblait plus accessible. La créature m'avait amené à un tel endroit comme un geste profond de confiance et de partage, me permettant de faire l'expérience de l'énergie et de la paix particulière qui y existait. Nous nous sommes assis dans ce bosquet pendant un long moment, sans parler, juste en ressentant la particularité du lieu. J'ai ressenti quelque chose là-bas, un sentiment de présence et de signification que je ne pouvais pas tout à fait mettre en mots, comme si les arbres eux-mêmes étaient en quelque sorte conscients et bienveillants. Alors qu'un autre dimanche matin arrive et que je me prépare pour ma randonnée hebdomadaire, je pense à ce Bigfoot quelque part là-bas, dans les vastes étendues sauvages, vivant sa longue et patiente vie. J'envoie mes pensées dans le monde, un message silencieux de gratitude et d'amour. Merci de m'avoir vu quand je me sentais invisible. Merci de m'avoir enseigné quand je pensais n'avoir plus rien à apprendre. Merci de m'avoir rappelé que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que la conscience et le but traversent toutes choses, que l'amour transcende toutes les frontières que nous essayons de construire autour de lui. Des années ont passé depuis cette soirée d'adieu sur la crête, et je continue mes pèlerinages hebdomadaires dans ces montagnes. Les sentiers sont devenus aussi familiers que les pièces de mon appartement, et pourtant, ils ne cessent de révéler quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective ou une rencontre inattendue. Je suis devenu la personne que le Bigfoot essayait de m'aider à devenir, quelqu'un qui se déplace dans la nature avec conscience et respect, quelqu'un qui comprend sa place dans la grande toile de l'existence, quelqu'un qui peut trouver la paix et le sens même dans la solitude et la perte. Ma vie a changé d'innombrables façons depuis ces mois de transformation avec la créature. J'ai quitté mon travail stressant et j'ai trouvé un emploi qui me laisse plus de temps dans la nature, même s'il paie moins. J'ai simplifié mon style de vie, découvrant que j'ai besoin de beaucoup moins de possessions et de distractions que je ne le pensais. J'ai développé des amitiés plus profondes avec quelques personnes qui partagent mon amour de la nature et mon sentiment qu'il y a bien plus dans la réalité que ce que la culture dominante reconnaît. Je ne parle jamais directement du Bigfoot à personne, mais je pense que ma perspective et mon attitude changée attirent des âmes similaires qui ont eu leur propre rencontre avec le mystérieux et l'inexplicable. Parfois, je rencontre d'autres randonneurs sur ces sentiers et occasionnellement, j'engage la conversation avec eux. Je suis à l'affût d'indices suggérant qu'ils pourraient être ouverts à des vérités plus profondes, qu'ils pourraient avoir senti quelque chose d'inhabituel dans ces montagnes. Quelquefois, j'ai détecté cette qualité particulière d'émerveillement et de confusion qui suggère que quelqu'un a entrevu quelque chose qui a remis en question sa compréhension du possible. Quand je ressens cela, j'écoute attentivement, ne confirmant ni ne niant, offrant simplement un espace pour leur expérience. Je sais à quel point il peut être isolant de rencontrer quelque chose d'extraordinaire sans personne à qui en parler, personne qui ne croira ou ne comprendra. En écoutant simplement sans scepticisme ni jugement, j'offre à ces personnes la validation dont elles ont besoin, la reconnaissance que leur expérience était réelle et significative, même si elle est inexplicable. La pierre verte que le Bigfoot m'a donnée reste sur mon bureau où je peux la voir tous les jours. C'est devenu presque comme un talisman, un point d'ancrage physique me reliant à cette période extraordinaire de ma vie. Parfois, les visiteurs de mon appartement la remarquent et commentent sa beauté inhabituelle, demandant où je l'ai trouvée. Je dis toujours que je l'ai découverte lors d'une randonnée, ce qui est techniquement vrai, bien que cela omette les détails les plus importants. Cette pierre est devenue ma possession la plus précieuse pour moi que tout ce que je possède d'autre. Elle représente la preuve que la magie existe, que la conscience s'étend bien au-delà des formes humaines, que l'amour et l'amitié peuvent combler des fossés apparemment infranchissables.
J'ai développé certaines pratiques et rituels qui m'aident à maintenir les leçons que le Bigfoot m'a enseignées. Chaque matin, je passe au moins 20 minutes en méditation silencieuse, pratiquant le calme et la présence que la créature a démontrée. Avant chaque repas, je prends un moment pour ressentir de la gratitude pour la nourriture et pour les innombrables êtres dont le travail et le sacrifice l'ont amené dans mon assiette. Quand je me sens stressé ou déconnecté, je tiens cette pierre verte et je me souviens de moments spécifiques avec le Bigfoot, laissant ces souvenirs m'ancrer et me recentrer. Ces pratiques ne sont pas compliquées ou chronophages, mais elles font une énorme différence dans ma qualité de vie et mon sentiment de sens. Je suis aussi devenu une sorte de naturaliste amateur, lisant beaucoup sur l'écologie, le comportement animal, l'identification des plantes et la survie en milieu sauvage. J'essaie de construire sur les fondations de connaissances que le Bigfoot m'a données, de devenir plus compétent pour lire et comprendre le monde naturel. La créature m'a montré une porte vers une autre façon de connaître et d'être, et je suis déterminé à franchir cette porte, plutôt que de la laisser se refermer derrière moi. Chaque livre que je lis, chaque compétence que je développe, chaque observation que je fais approfondit ma connexion au monde sauvage et m'aide à incarner la sagesse que le Bigfoot a essayé de partager. Parfois, lors de mes randonnées, je me surprends à parler à voix haute à la créature, comme si elle pouvait encore m'écouter d'une manière ou d'une autre. Je lui parle des choses que j'ai apprises, des défis auxquels je suis confronté, des moments de beauté dont j'ai été témoin. J'aime à penser que notre connexion reste intacte, même à travers la distance et le temps. Qu'à un certain niveau, au-delà de la réalité physique ordinaire, le Bigfoot peut encore sentir mes pensées et mes sentiments dirigés vers lui. C'est peut-être un vœu pieux ou une illusion, mais cela m'apporte du réconfort et m'aide à gérer les émotions difficiles, alors je continue cette pratique. Les montagnes attendent comme elles le font toujours, pleines de mystères, d'enseignements et de connexions que je n'ai pas encore découverts. Le Bigfoot est peut-être parti de ces sommets particuliers, mais sa présence persiste dans chaque arbre, chaque pierre et chaque ruisseau. Je suis prêt pour tout ce qui viendra ensuite, sûr de savoir que je fais partie de quelque chose de vaste, de beau et d'éternel. La créature m'a enseigné cette vérité, et je ne l'oublierai jamais. Cette période de ma vie, ces mois d'amitié avec un être impossible, m'ont complètement transformé. Je ne suis pas la même personne qui a senti pour la première fois ses yeux l'observer depuis l'ombre de la forêt. Cette personne était brisée, perdue, se tenant à peine debout par la force de l'habitude et un refus obstiné d'abandonner complètement. L'homme que je suis maintenant a été reconstruit avec de meilleurs matériaux, façonné par une sagesse bien plus ancienne et plus profonde que la civilisation humaine. Je porte les enseignements du Bigfoot avec moi chaque jour, dans ma façon de penser et d'agir, dans ma façon de me rapporter au monde qui m'entoure. Ma femme serait fière, je pense. Elle a toujours voulu que je ralentisse, que je prête plus d'attention au moment présent plutôt que de m'inquiéter constamment de l'avenir ou de ressasser le passé. Elle a essayé de m'apprendre à apprécier les plaisirs simples, à trouver la joie dans les petites choses, à vivre avec plus de présence et de conscience. D'une manière étrange, sa mort m'a mis sur un chemin qui m'a finalement permis d'apprendre ses leçons, bien que par l'intermédiaire d'un professeur qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Parfois, je me demande s'il y a un lien, si peut-être son esprit m'a en quelque sorte guidé vers le Bigfoot, sachant que j'avais besoin de ce que la créature pouvait offrir. Je ne sais pas si je crois à ce genre d'intervention surnaturelle, mais je ne l'écarte pas non plus. J'ai appris que la réalité contient bien plus de mystères que je ne le croyais possible. Alors que je me prépare pour une autre randonnée en ce dimanche matin, enfilant mes bottes usées et remplissant ma gourde, je ressens un profond contentement. Pas le bonheur exactement, pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais un sentiment fondamental que ma vie a un sens et un but, que je suis connecté à quelque chose de plus grand que moi, que je suis exactement là où je dois être. Le Bigfoot m'a donné ce cadeau, ce sentiment d'appartenance au monde malgré la perte et la souffrance.
Pour cela, je serai éternellement reconnaissant. La nature sauvage appelle comme elle le fait toujours, et je réponds à cet appel avec joie, prêt à voir quelle leçon la journée d'aujourd'hui pourrait apporter.